Elle n'est revenue que les derniers jours, comme l'école disait, pour dire au revoir à ses élèves. C'est ça comme moi. C'est comme ça qu'on me justifiait le retour d'une maîtresse qui a agressé mon enfant. Donc, ils l'ont remise en classe pour m'obliger, moi, à choisir, à soit ne pas amener mon enfant à l'école, soit le mettre dans ses mains, alors que j'étais en période d'examen. Donc, du moins, tant qu'elle n'était pas là, tant qu'elle s'est mise en arrêt pendant ces 2-3 semaines, mon fils avait changé. Mon fils était devenu heureux. Plus heureux. Il est toujours heureux, mais comment expliquer? Il se sentait soutenu et j'étais... Voilà, il y a Dieu dans tout ça, comme on dit communément, non, dans le langage courant. Il y a Dieu dans tout ça. Parce que pour moi, j'ai vu dans ces enfants des anges. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça ne soit que les enfants qui voient ce que nous, les adultes, nous n'avons pas vu et qui nous signalent des choses aussi graves avec des mots aussi forts, des mots d'adultes. Il y a Dieu dans cette histoire. Amen. Il y a Dieu dans cette histoire. Et la Bible nous dit même que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'était sa façon de... C'était sa façon de me parler, de m'exhorter. Et comment te dire encore que je ressens la présence de Dieu dans cette histoire, c'est que le mardi matin qui a suivi le jour où la petite fille m'a accosté dans la rue pour me dire mon fils est en danger, eh bien, ce mardi au petit matin, moi, j'avais rêvé de cette maîtresse. Bon, c'est vrai qu'elle m'avait mal parlé quelques jours avant, mais je n'étais pas encore au courant qu'il y avait des choses tellement graves. Donc, j'ai rêvé de la maîtresse qui était dans une crise de colère démentielle. Elle criait, mais elle criait de toutes ses forces. Je me disais, mais pourquoi je rêve de cette dame? Et pourquoi elle crie aussi fort? C'est après, quand j'ai amené l'enfant à l'école, qu'ils m'ont donc révélé tout ce qui avait trait à l'étranglement et tout ça. Juste après que quand on allait à l'école, donc avec mon fils. Quelques jours après, mon fils aussi a rêvé d'attaque spirituelle. C'était une attaque spirituelle parce que il est venu me réveiller à 6 heures pour me dire, maman, tu sais, j'ai rêvé que la maison, elle était envahie de fourmis. Il y avait beaucoup de fourmis noires. Il m'a dit des fourmis noires. Il y avait des mouches et il y avait des guêpes. Il m'a dit les guêpes étaient noires et jaunes et qu'elles venaient dans sa chambre pour le piquer. Il dit elles sont venues, elles volaient, elles sont venues pour me piquer, mais maman, ne t'inquiète pas. Je les ai tapées. Il m'a dit qu'il les a tapées longtemps. Tapées. Amen. Et qu'il les a tellement tapées, il les a poussées du côté de ma chambre. Et au moment où elles allaient chez moi, elles avaient plus assez de force pour voler. Donc, elles marchaient. Donc, elles sont arrivées dans ma chambre en marchant et que quand je les ai vues ensemble, lui et moi, on les a tapées, on les a mises dehors. Amen. Il m'a dit, que deux valent mieux qu'un. Oui, exactement. Amen. Il m'a dit, elles sont tombées par le hublot. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il parlait en parlant du hublot. Parce que pas moi qui lui ai appris ce mot, il a dû apprendre à l'école. Et 2 semaines après, quand on rentrait des courses, il me dit, ah maman, c'était ça le hublot. C'était en fait la porte de l'immeuble. Il me montre, c'était ça le hublot par où les fourmis sont tombées. Mais vous voyez dans le récit que notre sœur Laetitia vient de nous donner, l'importance de la prière, l'importance d'être unis, d'être connectés aussi à des personnes qui vont prier pour nous, sa sœur qui a prié pour elle, qui a eu aussi des révélations, sa sœur d'ailleurs que nous profitons de saluer, Gladys Beau, qui est déjà passée dans cette émission, qui nous avait entretenu sur le célibat, et pasteur ici, pasteur Serge, bien sûr que nous saluons aussi de l'église Bethel. Vous voyez l'importance d'être rattaché aussi à une famille spirituelle et puis d'être connecté avec des personnes qui ont la même foi et qui vont nous aider à prier pour briser, parce qu'au final, ce n'est ni contre la chair et ni contre le sang que nous avons à lutter, mais contre des principautés. Et là, il y avait vraiment clairement des principautés vraiment sataniques dans cette histoire. Donc, vous voyez vraiment l'importance d'être unis, de pas rester dans son coin quand il y a des problèmes, mais d'en faire part et puis de prier ensemble et de se mettre avec d'autres parents, de vraiment s'activer, pas rester tout seul. Oui. Ouais, on avait ma maman aussi. Ma maman a prié. Ma maman priait, comme toutes nos mamans prient pour nous, hein. Et quand l'enfant a fait ce rêve que j'ai raconté à maman ici, moi-même j'ai senti que mais ça c'est une attaque spirituelle et j'ai admiré mon fils parce que Dieu a mis dans lui une force incroyable. Je me suis dit mais mon fils est déjà un petit combattant de l'Éternel. Du haut de ses 5 ans, il n'a peur de rien. J'ai raconté à maman ici qui a dit que mais ça c'est un combat spirituel. Et l'enfant a déjà l'intelligence de comprendre que s'il y a un danger, il doit le tourner vers sa mère. Parce que c'est sa maman qui va protéger et qu'ensemble, justement, ils auront la force, les deux,
de mettre le danger loin. C'est elle qui m'a bien décrypté le rêve en disant que mais ça c'est un combat spirituel, c'est un rêve très mauvais, mais il y a la victoire derrière ce rêve, dans ce combat. Amen, amen. Amen. Donc tu me demandais en fait l'impact qui a eu sur moi et sur l'enfant. Non, on en était plutôt au niveau de toutes les démarches que tu as pu entreprendre. Mais comment finalement cette histoire s'est terminée? Alors, est-ce qu'elle est même vraiment finie? Elle est entre les mains de Dieu, comme dit ma maman. Elle est entre les mains de Dieu parce que moi, j'ai senti quand même qu'au niveau de la santé, si je continuais à tirer trop sur la corde, il y a quelque chose que j'allais perdre. Soit au niveau de mon fils, soit au niveau de ma santé, mon intégrité physique et psychique. Au niveau de l'école, bon, l'école, j'avais déjà perdu quelques plumes. Et à partir du 2 juillet, où c'était la clôture des examens dans mon école et la fin de l'année chez Joachim, chez mon fils, j'ai baissé le rythme. J'ai arrêté. Puisque le centre La Vie n'est pas entré en matière, ne considérant pas mon fils comme victime, j'avais aussi signalé à ma protection juridique. C'est incroyable, quand même. C'est dommage. C'est dommage parce que même dans le voisinage où j'ai un excellent voisin qui était choriste avec moi autrefois, qui est maintenant une personne âgée, il m'avait dit, mais il est inadmissible que quelque chose se passe comme ça à ton fils, c'est parce que c'est un petit noir et parce que tu es une maman isolée. C'est inadmissible que ce genre de choses se passe et que l'école refuse d'entrer en matière pour écouter les enfants. Il n'y a pas eu d'enquête au niveau de l'école. Il a dit que parce que, voilà, même pour les abus sexuels sur des enfants de 2 ans, il y a des professionnels qui existent pour les écouter, qui sont formés. Bien Alors, sûr. combien de fois pour un enfant de 5 ans qui subit de la violence à l'école? Il me l'a dit, même ma prof m'avait dit la même chose, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il fallait que je sois soutenue sans doute au niveau d'association. Moi, j'ai baissé un peu parce que j'ai senti que non, ça va. C'est les vacances. Mon fils doit avoir une maman qui est bien disposée pour s'occuper de lui et il doit vivre la paix. On est resté comme ça quelque temps. On avait eu une rencontre avec la direction parce que j'avais demandé une confrontation soutenue par le père et la mère du meilleur ami de mon fils. On avait demandé une confrontation avec cette maîtresse qui n'a finalement pas eu lieu, pas sous les formes qu'on avait demandées. Et lorsqu'elle a ressurgi de son arrêt maladie, on nous a fixé une rencontre le 2 juillet, je crois, autour du 2 juillet. Je n'étais pas contente. Et j'ai dit, mais ça fait plus d'1 mois que j'ai signalé une situation de harcèlement. Alors non seulement vous refusez, la confrontation ne peut pas avoir lieu avec la maîtresse, non seulement elle nie, parce qu'elle avait nié auprès de sa direction, non seulement vous faites revenir cette maîtresse dans cette école et vous voulez m'obliger à remettre mon enfant dans ses mains ou à me mettre dans l'illégalité devant la loi en ne mettant pas l'enfant à l'école ou en le privant de son droit d'aller à l'école parce que l'école c'est un droit. Mon fils aime l'école, il doit aller à l'école parce que s'il ne part pas à l'école, moi je ne peux pas aller à la mienne. Et moi je peux pas faire autre chose. Il a le droit d'aller à l'école et moi je dois pouvoir faire autre chose. Il doit être placé là où il doit être placé normalement comme tous les enfants de son âge. Donc c'est son droit. Non seulement vous voulez me faire changer mon enfant d'école parce qu'il m'avait proposé, vous pouvez enlever l'enfant de l'école. J'ai dit, il ne changera pas d'école. Oui, c'est vrai. On peut vous proposer un nouvel enclassement. J'ai dit non. J'ai dit, soit Dieu il est vivant, soit il n'est pas vivant, mais mon enfant ne quittera pas cette école. Il va rester, mais c'est cette maîtresse qui partira parce que c'est elle qui a commis la faute. Je ne sais pas d'où me venait cette conviction, mais j'en étais convaincue. Et j'ai dit, il ne partira pas, peu importe jusqu'où je devrais aller. Donc, avec tous ces éléments, quand ils ont fini par me fixer le rendez-vous, je crois que c'était le 2 juillet 2021, on m'a dit, ils m'ont annoncé par mail, parce que du coup, la directrice ne parlait plus trop par téléphone avec moi, hein, tu sais jamais, elle m'envoyait des mails. Moi, j'ai dû envoyer une vingtaine, une trentaine de mails entre mai donc et juillet pour me fixer le rendez-vous en me disant que ça sera en présence d'une autorité venue du canton. On m'a donné le nom, on m'a donné la fonction de cette personne et j'ai vu qu'elle était en charge de l'école différenciée, entre autres. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai retenu. École différenciée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS, en fait? Ils veulent dire quoi? Que c'est mon enfant qui ira dans une école. Je n'ai rien compris. Et du coup, de toute façon, je me méfiais. Je ne faisais pas confiance à ce système. J'ai continué mon bonhomme de chemin dans la suite de ma préparation de mes examens jusqu'au jour où cette médiatrice de l'État m'a appelé, un peu manu militari,
pour me demander qu'est-ce que j'avais l'intention de dire à la réunion du 2 juillet, qui était fixée. Je laisse tout de suite stopper. J'ai dit, madame, je ne vous connais pas. Je ne suis pas en mesure de vous donner la moindre information parce que je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous ai pas mandaté, je ne vous ai pas questionné, je ne vous ai pas appelé. Vous n'avez pas le droit de m'appeler pour me demander qu'est-ce que j'ai l'intention de dire dans une rencontre que je n'ai pas convoquée alors que j'avais demandé une simple confrontation à la maîtresse il y a plus d'1 mois. Non, je n'ai rien à vous dire. J'ai mis un blocus et j'avais peur parce que je me disais qu'est-ce que c'est que ce piège en fait qui veut se refermer sur moi. Et en plus, sachant qu'elle était en charge de l'école différenciée et d'autres choses, mais ma tête avait juste retenu école différenciée. J'ai dit non, je peux pas vous parler. Elle m'a dit oui, mais je vous appelle, voilà, sur mandat de la direction de l'école et tout. J'ai dit oui, mais j'aimerais comprendre quel est votre rôle dans le drame que mon fils et moi nous vivons. Quel sera votre rôle à cette réunion et quel sera votre rôle après cette réunion? Parce que je suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit, de craindre que ça se retourne contre moi. Voilà. J'ai dû un peu retracer l'histoire et puis quand ça s'est légèrement apaisé, j'ai compris qu'elle m'a expliqué qu'en fait, elle intervient quand il y a litige entre des enseignants et des parents d'élèves et que c'est généralement soit l'enseignant qui la sollicite, soit le parent d'élève. Mais je lui ai dit que mais en l'occurrence, je ne vous ai pas sollicité et la maîtresse, elle en arrêt maladie depuis perpète. Donc, elle m'a dit dans ce cas, c'est la direction qui m'a sollicité parce qu'ils ne sont plus en mesure, en tout cas, d'assurer le dialogue avec vous. Parce que je peux dire que je ne les lâchais pas. Hein. J'écrivais mail sur mail et à chaque fois, je mettais en copie toutes les instances possibles cantonales parce que je voulais faire les choses selon la loi pour me protéger, pour que ça soit connu et pour ne pas que je sois accusée d'avoir manqué de vigilance ou d'avoir manqué une étape ou d'avoir fait quelque chose de grave qui m'aurait péjoré et m'aurait conduite à ne plus être en mesure de m'occuper de mon enfant devant la loi. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr. On s'est donc vu le 2 juillet. C'est cette dame mandatée par l'État de Vaud. Elle m'avait expliqué que finalement, elle ne venait pas pour mettre mon enfant dans une école, quoi que ce soit. Non, que ça fait partie de ses casquettes, mais que là, elle n'intervenait qu'en tant que médiatrice. Elle n'intervenait que comme médiatrice pour assurer le dialogue et la paix dans cette rencontre, parce que des fois, ces rencontres se passent mal. Donc, finalement, je n'ai pas été beaucoup écoutée. Non, pas vraiment. Je me suis exprimée, mais j'avais l'impression que mon discours était discriminé par toutes les personnes présentes. Bon, sauf le doyen. Le doyen il prenait le PV, il prenait les notes. Il y avait la directrice, il y avait cette dame mandatée par l'État de Vaud. Il y avait le père et la mère du meilleur ami de mon fils qui étaient là, dont l'un est d'origine africaine et l'autre la maman est suisse. Donc, c'est aussi en cette qualité qu'il intervenait. Donc, c'est son témoignage, en fait, qui a clos un peu les velléités de vouloir nous couper la parole. Lui, on lui a pas coupé la parole. Moi, on me coupait la parole. Je ne sais pas vraiment parler. Et c'est pourtant moi la victime. Des avantages d'être une femme, issue d'une minorité ethnique. Voilà, exactement. Exactement. Entre-temps, mon frère avait aussi écrit un mail musclé parce que le premier rendez-vous qu'on devait avoir avec la maîtresse était le 8 juin. Quand elle a senti tout ce qu'il pouvait y avoir, on lui avait fait lire apparemment mon mail de signalement parce que j'ai fait un mail de signalement pour une mise en danger dans son développement, mise en danger de mon enfant dans son développement par la maîtresse en utilisant exprès les bons termes exacts que la formation m'a appris et la profession aussi pour signaler qu'il y avait une situation grave dans cet établissement causée par l'enseignant qui est chargé de la sécurité et de la bienveillance autour des enfants de 4 ans qui ont quitté leurs parents pour aller à l'école. Donc, ce que moi on m'a dit, donc c'est après ça que c'était mis en arrêt. C'est mis en arrêt et ils nous ont annulé le rendez-vous qu'on avait fixé parce qu'avec la directrice au téléphone, autour du 4 juin, on a fixé rendez-vous avec la maîtresse. Elle m'a demandé, est-ce que vous êtes d'accord de rencontrer la maîtresse? J'ai dit, bien entendu. Parce que moi, je veux lui demander à elle, qu'est-ce qu'elle a fait à mon fils et de quel droit elle mettait les mains sur elle, mais en présence de témoins. Parce que je n'ai pas envie qu'ailleurs, quoi que ce soit qui soit fait se retourne contre moi. On avait donc fixé rendez-vous le 7 juin je crois à 14h, c'était un lundi. Et puis, ce lundi à 8h15, ils ont annulé le rendez-vous par téléphone. Ils m'ont appelé pour me dire, madame, votre rendez-vous, on vous appelle pour vous informer de l'annulation de votre rendez-vous. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, la maîtresse est absente. J'étais très perturbée. J'ai dit, mais elle est absente, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en arrêt maladie. La direction vous recontactera. Elle est absente. C'est tout. J'étais très, très choquée. C'est pratique quand même, hein.
J'étais choquée et je me sentais impuissante. J'avais juste écrit à mon frère qui est du côté de la France pour lui dire, ils ont annulé le rendez-vous. Il m'a juste écrit, ne t'inquiète pas, moi je vais les appeler. Et c'est mon frère qui a donc appelé à midi. Il a pris sa matinée pour leur confectionner un mail qui évoquait les articles du code pénal suisse, du code des obligations, du code civil, tout ce qui est légal en fait, qui incrimine cette maîtresse concernant, qu'il pourrait l'incriminer concernant, comment il disait, agression, acte d'ordre sexuel sur mineur. Ça, c'est noté dans le code pénal. Donc, il avait dit, en menaçant, en fait, il a écrit cette lettre en disant, sachez que votre maîtresse s'est rendue coupable de tel ou tel acte. Moi, je ne comprends pas pourquoi le rendez-vous qui a été fixé avec ma sœur pour en discuter a été subitement annulé. Donc, je vous informe que si nous n'avons pas de nouvelles de cette maîtresse ou de vous, nous réservons le droit de poursuivre par des plaintes pénales. Ensuite, il les a appelés sur le coup de midi. Même pas 1 heure plus tard, l'école m'avait déjà rappelé 4 ou 5 fois pour me fixer un vrai rendez-vous alors qui s'était passé sans la maîtresse puisqu'elle était en arrêt et qu'en arrêt on peut plus travailler, on peut pas faire d'actes d'ordre professionnel. Donc c'est grâce à l'intervention de mon frère que j'ai même su qu'elle était en arrêt maladie, et au début ils voulaient pas lui donner des informations, mais quand il s'est présenté, il a dit en quelle qualité il intervenait auprès de mon fils et auprès de moi. Ils lui ont quand même donné ces infos que moi je n'avais pas eu la grâce d'avoir, moi la maman plaignante, hein, je n'avais pas eu la grâce d'avoir. Donc, bon, pour revenir donc à la rencontre finale qu'on a eue avec la maîtresse quand elle est revenue de son arrêt pour dire au revoir à sa classe, parce que c'est comme ça qu'ils avaient justifié le fait qu'elle revienne en classe, alors que elle n'avait pas, enfin, c'est comme en fait confronter un violeur à sa victime. Un criminel, je dis violeur comme ça, mais un criminel à sa victime. Donc elle revenait en classe, mais moi j'ai paniqué, moi j'ai eu quelque chose qui avait sauté dans la tête, je me suis dit mais mince, je dois faire quoi? Pourquoi ils la remettent en classe? Pourquoi elle n'est pas restée en arrêt jusqu'à la fin d'année? Pourquoi on la remet? Bon, elle est revenue, elle était revenue, mais accompagnée. Ils avaient justifié, elle revient, sera accompagnée. Il y aura une remplaçante avec elle, toujours avec elle. Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas seule avec votre fils. Oh my God. À cette réunion, donc, qui a eu lieu avec la médiatrice, eh bien, on m'a dit que la maîtresse avait été très choquée d'avoir lu mon mail, d'avoir lu la lettre que j'avais écrite pour dénoncer, pour signaler la violence. J'avais signalé une violence pour harcèlement scolaire par un prof, grâce à cet enfant que j'avais rencontré, pour violence psychologique et physique. J'avais tout décrit avec des termes professionnels. On m'a dit qu'elle a été tellement choquée par mon mail qu'elle n'a pas pu reprendre ses fonctions. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elle n'est plus revenue. Donc, en fait, c'était moi qui passais pour le bourreau. J'étais je me sentais dans la position du bourreau parce qu'on excusait la maîtresse, elle était là ce jour, en disant que oui, elle ne se sentait plus capable de revenir, elle ne se sentait pas bien. Donc, votre lettre vraiment a beaucoup touché madame. C'est une position assez inconfortable, hein, d'être maman d'un enfant qui est victime de harcèlement scolaire. Moi, je me retrouve beaucoup dans ton témoignage parce que l'ayant moi-même vécu avec ma fille aînée, les tendances peuvent très vite s'inverser. Oui. C'est-à-dire que dans le cas de ma fille, il s'agissait d'un élève qui la harcelait. Oui. Et comme la situation a duré tout au long de l'année scolaire et que je voyais que ni le parent de l'enfant, ni les enseignants n'agissaient véritablement, je suis arrivée sur place. J'ai sonné les cloches à ce garçon en présence de témoins, conduite qui est discutable, en présence d'enfants, en présence d'enseignants. Ça a eu un effet électrochoc. Électrochoc dans le sens où ça a permis de calmer la situation harcelante, mais l'école m'a convoquée devant le préfet. J'ai dû me présenter devant le préfet, répondre de mes actes. Dieu merci pour moi, cette histoire s'est bien terminée, mais c'est pour dire que lorsque je suis arrivée devant le préfet, le discours de la direction était de dire « mais vous avez une fille qui est instable, qui pleure souvent, qui a des réactions changeantes. On parle d'une enfant qui s'est fait étrangler, on parle d'une enfant qui se faisait moquer, on parle... » Et pour moi, c'était trop. Et je te rejoins quand tu dis, au bout d'un moment, il y a une surcharge mentale. Oui. Et on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et moi, je parlais à ma famille, je leur disais, moi, maintenant, il y a 2 solutions.
soit je pète un câble, je vais en prison pour cette histoire, ou le père de Kelaya et moi, on va en prison parce qu'on va commettre des actes qui ne peuvent pas, ou alors je change mon enfant d'établissement. Tout le monde me disait, mais c'est pas elle, c'est elle la victime, elle devrait... Je n'en pouvais plus. J'ai dit, je suis au bout de mes... Parce que écrire des mails, trouver des... Ça prend énormément d'énergie. En s'occupant des enfants. Et en travaillant, travaillant. Donc je te comprends. C'était horrible. C'était horrible. Le soir, des fois, la maman de ce meilleur ami de Joachim m'appelait quand elle avait couché ses enfants pour me demander juste comment je vais. Des fois, on parlait jusqu'à 1h du matin, m'encourageait, écoute, prends ton ordinateur, lis tes cours. Si tu n'arrives pas, tu fermes, tu liras demain. Tous les soirs de juin, elle m'a appelée et elle me disait à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, tu m'appelles. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Je l'ai beaucoup appréciée, je l'ai beaucoup félicitée pour sa bravoure parce que c'est une amie qui est d'origine suisse, hein. Et je lui avais dit que depuis que je suis dans ce pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les bras, je n'ai jamais vu une femme aussi courageuse que toi. Tu prends à bras le corps une histoire qui ne te concerne pas directement. Tu aurais pu faire comme les autres parents, comme d'autres qui ont fait la sourde oreille ou rester à distance. Tu te mêles. Je lui avais demandé, tu n'as pas peur? Parce que moi, je n'ai pas peur. C'est moi la concernée, c'est mon fils et je n'ai pas peur de grand chose par la grâce de Dieu. Tu n'as pas peur? Elle me disait, mais je n'ai rien fait. Si c'était à mon enfant que c'était arrivé, j'aurais aimé être au courant que ça se passe. J'aurais aussi aimé être soutenue. Donc, je ne sais même pas ce que je peux faire de plus, mais je suis d'accord qu'on écrive, qu'on signe des lettres, qu'on enlève nos enfants de l'école s'il faut. Merci Seigneur pour cette maman qui est tombée du ciel et qui a un cœur en or. Amen. Elle m'a beaucoup sauvée. Et quand je devais étudier pour les examens, même pour le rattrapage, et en ce temps, je cherchais un stage pour ma formation pratique, ça j'ai oublié de le mentionner, que je devais aussi valider. Eh bien, c'est elle, quand j'allais à mes entretiens d'embauche, qui me prenait des fois l'enfant et qui me disait, donne-moi, habille l'enfant, tu mets juste ton maillot, ses affaires de piscine, je l'emmène au lac, je te le ramène à l'heure que tu veux. Je te le ramène le soir, mais je m'en occupe. Elle a fait à plusieurs reprises, y compris quand j'allais à mes entretiens d'embauche pour ce stage que si je ne l'avais pas trouvé au 14 juin de l'année passée, eh bien, j'étais hors de l'école. Elle m'a beaucoup soutenue, cette maman. Donc, à cette réunion de soi-disant médiation, c'était pour moi un simulacre de médiation que je n'ai pas d'ailleurs demandé. Elle était présente, elle a posé des questions, elle était très ponctuelle. C'est ça l'avantage, en fait, de ne pas avoir forcément la tête dans le guidon. Elle était posée, elle a posé des questions sur la corporation, s'ils vont mener des enquêtes auprès de la corporation, du corps professoral, ou s'ils ont fait. C'est là, à cette occasion qu'on a su que l'école nous a dit que non, on va pas faire d'enquête au sujet de cette histoire parce que les enfants sont trop petits. Elle a posé plusieurs fois la question. On a évoqué, en fait, d'autres souffrances que d'autres enfants ont évoquées, qu'ils ont vécu avec elle, notamment à la gym où c'est caché. À la gym, ils font dans un endroit un peu éloigné de l'école, donc il n'y a pas les yeux des parents pour voir. Elle m'a beaucoup soutenue, cette maman. Mais toujours est-il qu'à la fin de la réunion, on m'a quand même dit que la maîtresse a demandé à changer de classe. Donc, la médiation me confirme que, la médiatrice me confirme que voilà, elle n'aura plus de maîtrise de classe. Voilà ce qui va se passer. Elle ira en formation parce qu'elle a fini elle-même, la maîtresse, par reconnaître qu'effectivement, parler dans la cour comme ça, d'une telle situation, de dire ce genre de choses, c'est vrai que j'ai mal fait, mais elle a nié tout le reste. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Elle avait la tête baissée. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Et comme j'essayais d'interroger, puisque c'est la seule occasion que j'avais légalement et que j'ai eu de pouvoir parler à cette maîtresse, j'ai demandé, mais mon fils m'a dit, si mon fils m'a dit ça, qu'est-ce que vous répondez? J'ai donc parlé de la scène de la gym. Pour dire, mais voilà, cette histoire de déshabillement. Elle a dit, ouais, mais oui, à part à ce moment-là, elle a nié qu'elle elle avait nié qu'elle a étranglé, elle a nié qu'elle a jeté sur la vitre, elle a tout nié. Et elle a dit, oui, alors pour la gym, ouais, je me souviens d'un jour comme ça, ouais, voilà, ils étaient pas très sages, alors je leur avais dit que, parce qu'elle les avait privés de gym aussi, hein, ça c'est des choses qui arrivaient, ils étaient privés régulièrement de gym. Mon fils, et ça peut-être d'autres, dit, voilà, il y avait une assistante à l'intégration ce jour-là, vous vous souvenez? Et puis c'est là que les parents et moi on se regardent, on se dit, mais donc en fait il y avait une tierce personne, un autre adulte qui était présent le jour où il y a eu cette violence de déshabillement sur mon fils. On n'était pas au courant. Donc, mais ils n'ont pas voulu aller plus loin. On a même demandé si elle a été questionnée, ils nous ont dit non. Et c'est la maîtresse donc qui nous révèle qu'il y avait une troisième adulte présente, assistante à l'intégration,
qui avait été chargée d'emmener les enfants se changer ou se déshabiller. Elle a raconté une scène comme ça, vaguement, elle ne disait pas vraiment les mots, elle bredouillait un peu. Après, elle a dit, oui, effectivement, après j'ai vu votre fils, il était là, il avait son t-shirt, mais il arrivait là. Puis j'ai demandé, mais il s'agit de quel t-shirt? Son t-shirt bleu, son t-shirt de gym. Parce qu'on mettait les affaires de gym dans un sac. Elle me dit, oui, ce t-shirt bleu. Je dis, alors c'est faux, madame. Parce que mon fils n'a pas de long t-shirt. Donc elle disait à la direction que c'était un long habit, un long t-shirt que l'enfant portait. Je disais, non, c'est faux. Mon fils n'a pas de long t-shirt. C'est un petit t-shirt qui arrive jusque là. Donc, et là, j'ai dit à la direction, mais vous voyez que je n'invente pas. Et mon fils n'invente pas puisque jusque là, je passais pour une affabulatrice. Je n'invente pas parce que ça, c'est la scène que l'enfant m'a racontée. Comment il s'est retrouvé en culotte avec ce t-shirt ici, et avec d'autres enfants même. Elle a baissé la tête comme ça, elle a secoué. C'est à la suite de ça, quand on lui a donné la parole, qu'elle a dit que oui, elle a demandé à changer de classe parce que si elle ne s'entend pas avec la mère de Joachim, là je lui ai coupé la parole. Je dis non, mais je n'ai aucun problème avec vous, madame. On avait toujours eu des rapports polis, cordiaux, et je pense que si je vous avais manqué de respect, c'est vous qui auriez convoqué cette médiation bien avant. C'est vous qui auriez signalé un comportement inadéquat de ma part auprès de la direction. Donc on n'a eu aucun problème. Bon, je passe quand même quelques détails parce qu'il y en a eu beaucoup que peut-être je te raconterai plus tard, qui me font dire que c'était une maîtresse qui était peut-être en souffrance pour d'autres raisons. Et sa souffrance, elle l'a rejetée sur mon fils en faisant sa tête à claque, en lui mettant toutes les étiquettes. Et pour moi, c'était du racisme parce que je lui ai dit, je leur ai quand même rappelé que je ne peux pas prendre la défense de cette maîtresse parce que mon enfant, ici, dans cette salle, n'a qu'un seul avocat, c'est moi. Et je suis obligée de défendre mon enfant devant Dieu et devant les hommes. Je leur ai rappelé que j'étais une croyante. Je sais que les gens n'aiment pas toujours entendre ça, mais je leur ai dit, ça vous plaira peut-être pas, mais j'interviens ici en tant que croyante. Nous croyons en Dieu dans ma famille, nous servons Dieu de génération en génération. Et si je ne défends pas mon fils, si je ne porte pas cette affaire même l'Éternel qui nous voit et qui me mandate va me punir. Ma famille va me punir et j'aurai des comptes à rendre à tout le monde. Donc, je défends mon fils et je ne peux pas défendre cette maîtresse. J'interviens en ma qualité de travailleuse sociale, métier dans le champ dans lequel j'exerce depuis une quinzaine d'années. Pour vous rappeler quand même, je lui ai rappelé les termes qu'elle employait pour mon enfant. Il fait le fou. Toutes ces choses. Je dis, mais madame, vous vous rendez quand même compte que si vous avez un seul garçon noir dans votre classe, à qui vous appliquez un certain type de traitement, nous, on n'est pas là. Je lui ai dit, vous m'avez déçu parce que je vous ai confié mon enfant. Tout sourire. Et je lui ai appris à vous respecter. Et je lui ai dit, l'autorité de la maîtresse comme l'autorité de tes parents ne se discute pas. Tu dois obéir à la maîtresse, tu dois être sage. C'est l'éducation. Et nous devions travailler en coaction autour de nos enfants. Je vous ai confié mon fils et vous m'avez déçu. Parce qu'à la fin de l'année, j'apprends que non seulement vous le déshabillez à la gym, vous montez sur lui parce que c'est ce que l'enfant a raconté. Elle est montée sur lui avec ses pieds. Avec ses pieds. Quand elle l'a couché par terre après avoir déshabillé, tiré les habits, ils étaient trois dans cette scène. Il y a un qui était un peu plus rebelle, plus âgé. Il a réussi à remonter le pantalon, mais les deux autres qui étaient plus petits n'ont pas réussi. Elle les a mis au sol par un acte violent. Ça, c'est le récit de mon fils que l'enfant m'a raconté, que j'ai enregistré. Elle a tiré par terre comme ça, l'a mis par terre. Et elle a dit, je vais vous écraser. Elle est montée. Seigneur. Avec les pieds. Et après, elle a pleuré. Seigneur, prends pitié. Après, elle a pleuré. Elle a dit, pardon, pardon. C'est la folie pure. C'est de la possession. Complètement. C'est de la possession. Alors, j'ai dit à cette maîtresse, vous vous rendez quand même compte que si dans votre classe, vous avez un seul enfant noir, et je dis noir sans honte, sans racisme, moi-même, je suis noire et plus noire que mon enfant, à qui vous infligez un certain type de traitement, vous vous rendez quand même compte qu'aux yeux du groupe classe, cela passe comme étrange. Les autres enfants, parce qu'il a vécu cet isolement, les enfants ne voulaient plus jouer avec lui. Je ne sais plus si je l'ai dit avant. Les enfants ne voulaient plus jouer avec mon fils depuis le second semestre à partir de février. Bien sûr. Certains grands m'ont raconté ça. Moi-même, j'ai vu mon enfant isolé sous les arbres. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils ne voulaient pas me dire. Et certains sont allés dire à leurs parents, moi, je veux plus jouer avec Joachim. Je veux plus jouer avec lui parce qu'il fait des bêtises. Donc, en fait, il était devenu la tête à claque de la classe. Il avait le bonnet d'âne. Et donc, comme les autres ne voulaient pas être punis par cette maîtresse, eh bien, on l'évitait.
Je lui ai dit, vous infligez ça à un seul enfant. Vous pensez que ça passe comment? Vous pensez qu'à ses propres yeux, il va penser quoi? C'est un enfant de 4 ans et demi. Vous pensez il va se dire quoi? Que c'est parce qu'il est nul? C'est parce qu'il est noir? C'est parce qu'il ne comprend rien? Et puis je l'ai interrogé. Alors, c'était vraiment un peu contre vents et marées parce que la direction voulait il fallait que je me taise, mais je n'avais pas envie de me taire parce que je n'avais rien à perdre et pas de compte à leur rendre. Et je leur ai donc dit que voilà, vous privez l'enfant de récréation, vous trouvez ça normal quand vous faites ça, madame? Oui. Donc, bref. Merci beaucoup en tout cas, Letty. Je pense qu'on a vraiment compris au travers de ce témoignage ce que tu voulais nous dire. La victoire, si on peut appeler ça comme ça dans cette histoire, en tout cas ce qui peut nous rassurer, c'est que ton fils a eu une autre maîtresse. En tout cas, cette maîtresse est partie. Elle est partie. Et n'a plus pu Elle est partie, oui. Le terroriser. C'est un homme qui est venu, c'est un maître. Un excellent maître. Donc, je me dis, là, j'ai vu vraiment la force de la prière et des prémonitions de ma sœur. C'est effectivement ce qui s'est passé. Les mauvais sont partis, la mauvaise est partie. Les meilleurs sont arrivés et le maître a pris en charge mon fils comme si c'était le sien. Il a en termes de valorisation, avant même qu'il ne connaisse son histoire. Il ne connaissait pas l'histoire de mon fils. Il le valorisait et il m'a tout de suite dit que mais c'est un enfant qui en avance, qui comprend les choses avant les autres et tout. Et il m'a toujours dit, je n'ai aucun problème avec lui, il comprend tout, il comprend même mieux que les autres. C'est ensuite que je lui ai raconté ce drame. Mais c'est souvent les enfants comme ça d'ailleurs qui sont la cible des attaques. Les enfants très intelligents, des enfants, les aînés en plus en général, hein, oui. c'est souvent eux qui sont très attaqués. Mais Dieu merci qu'il a révélé aussi ce qui se passait à travers des hommes, des femmes de Dieu qui ont pu vraiment t'aider. Et puis tous les anges que Dieu a mis sur ton chemin dans cette histoire. Nous bénissons Dieu pour cela. La DGO est une instance très difficilement attaquable. Et ça, même mon avocate me l'avait dit. Elle m'avait dit, il y a pratiquement pas de chance que ça aboutisse si vous devez porter plainte contre l'établissement. Donc, on sait que c'est très compliqué, ce genre d'histoire. Mais il y a la justice divine. Mais la justice divine. Moi, je voulais, parce que j'ai déposé plainte contre la maîtresse, comme tu me parlais des démarches que j'ai entreprises. J'ai déposé plainte dans le délai légal des 3 mois contre la maîtresse. Même si j'avais dû déposer contre l'établissement, pour moi, ça aurait été de manière graduelle. J'ai déposé plainte finalement, c'était le 23 août, au jour de mon délai légal, mais j'ai quand même été un peu baladée par les autorités judiciaires qui voulaient comprendre le but de pourquoi je veux porter plainte. Est-ce que je veux que la maîtresse perde son emploi? J'ai quand même eu 2 policiers. J'ai vu 2 policiers. Le premier, ayant vu l'affaire si grave, il m'a dit, je ne suis pas en mesure, je suis pas habilitée à prendre votre plainte, madame. C'est la policière en charge des enfants qui prendra votre plainte. Il m'a laissé comme ça c'était le 17 août. Ensuite, la policière en charge des enfants que je connais, puisque je la voyais souvent faire la circulation avec nos enfants, m'a appelé 2 fois au téléphone pour essayer de comprendre un peu mon mobile. Pourquoi je veux porter plainte, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant et tout. Et elle a finalement accepté de prendre ma plainte tout en même émettant des réserves. L'inspecteur qui s'occupe des enfants ne va pas les écouter parce qu'ils sont trop petits. Elle m'avait prévenu à l'avance. Et au jour où on a pris la plainte, elle m'a annoncé, donc effectivement, vos enfants ne seront pas écoutés. Nous allons déposer plainte pour voie de fait. C'est elle-même qui a écrit voie de fait avec son ordinateur. Et quand ça va au niveau du procureur, voie de fait, les voies de fait au niveau de la justice ne sont pas considérées comme des actes pénaux. Donc, toujours est-il que la justice ne m'a pas donné gain de cause dans le courrier qu'ils m'ont envoyé en novembre, parce que ça a duré jusqu'en novembre, l'histoire avec la plainte. Ils ont dit que ma plainte n'était pas fondée, que je ne portais pas plainte sur la base des choses que j'ai vécues, mais sur la base de on dit, les enfants sont trop petits. Bref, je n'ai pas été reconnue, encore moins mon enfant, comme victime. Je passe pour une affabulatrice. En tout cas, je me sens comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore le temps ou si c'est adéquat pour parler de ce qui a été le déclencheur du dépôt de plainte. Je savais que j'allais la poser, la plainte. Mais j'étais dans un moment où j'avais besoin de baisser cette pression. Peut-être rapidement, et puis après on peut finir avec un conseil pour les parents. Ok. Alors, c'était le 17 août justement que mon fils m'a réveillé très tôt le matin, entre 6 et 7 heures, pour me dire que maman, il faut que je te raconte quelque chose. J'ai fait un rêve magnifique.
J'ai fait un rêve magnifique, il faut que je te raconte. Mais j'étais si fatiguée que je lui ai dit, dors, tu me racontes après. On a donc dormi. Je me suis levée avant lui vers 10h30 pour faire son petit déjeuner. Et quand il s'est levé vers 11h, il avait des larmes aux yeux. Il pleurait, il est resté muet pendant 30 minutes. Je l'ai laissé dans son coin. Je me suis dit, bon, peut-être que il est triste. Enfin, je ne me suis pas occupée vraiment de lui. Au bout de 30 minutes, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne parles pas? Il ne parlait pas, il me regardait juste comme ça. Avec les yeux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit que, mais parce que moi, j'étais au ciel. Et je ne voulais plus revenir. J'ai dit, mais pourquoi? C'est touchant. Oui. J'avais fait le petit déjeuner, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Assois-toi. Et c'est comme ça qu'il me raconte ce rêve qu'il a fait, où il est monté au ciel pour aller dire aux anges que la maîtresse l'avait étranglé. Moi-même, j'ai eu des larmes aux yeux. Et dans le cœur, où je me suis dit que, mon pauvre enfant, en fait, il se dit que peut-être comme ma maman ne m'aide pas ou n'est pas capable de m'aider, moi, je m'en vais accuser au ciel, chez les anges, comme on a appris à nos enfants. Et il m'a raconté un rêve incroyable où il est monté, il s'est trouvé devant la porte du ciel, devant 3 anges qui étaient des femmes avec des robes blanches, très souriantes, c'était des belles filles, belles femmes, à qui il a dit, vous savez, la maîtresse m'a étranglée. Et il me dit, à ce moment, elles ont souri et elles lui ont dit, les enfants ne vont pas au ciel, rentre. Donc, il retourne donc à la maison d'où il était parti et elles ont disparu. Il dit que lui, il est quand même entré au ciel. Il a poussé la porte qui était marron. Il m'a dit, elle était en mousse. Elle était marron. Le ciel était tout blanc. Et j'ai dit, mais pourquoi tu es entré? Si un ange te dit de ne pas entrer, tu ne dois pas entrer. Il a dit, mais maman, je voulais tellement voir le ciel. Et je suis entrée. Il me dit, maman, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y avait des jouets de toutes les couleurs, maman. Il y avait une balançoire. Il y avait un toboggan. Il a fait le tour des jeux. Il a fait la balançoire, le toboggan. Il a joué, il était content. Et que je n'étais pas là, il était tout seul. Et puis au fond, il a vu la bulle d'air qui est une salle de sa garderie, l'Arche de Noé. Et avec tous ses amis de l'école et de la garderie, il m'a dit comment c'était génial, qu'ils ont joué tous ensemble avec des enfants de sa classe, ceux qui étaient en 1P, des tout petits. Il m'a dit, maman, c'était tellement bien, mais toi, tu n'étais pas là. Et il m'a dit que je l'appelais beaucoup, beaucoup, mais qu'il ne répondait pas. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Il dit, mais parce que je jouais. Je n'entendais pas et je jouais. Et tu étais triste. Et à un moment, tu m'as appelé très, très fort. Et là, j'ai entendu, je suis sortie du ciel et je suis revenue. Et après, je suis revenue dans mon lit. Les mots d'un enfant. Quand il m'a dit ça, je suis restée tétanisée. J'avais les larmes aux yeux. J'ai enregistré. Ça a fait 15 minutes d'enregistrement. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Maman te défend et maman te défendra toujours. Amen. Aujourd'hui, on va aller à la police. Et on va aller dire à la police, parce que c'est son travail d'enregistrer les plaintes, que la maîtresse t'a étranglé. Et tu vas raconter tout ça aux policiers. C'est comme ça que nous sommes allés à la police. Même si l'affaire n'a pas eu une fin heureuse dans le sens où nous n'avons même pas été reconnus. Mais c'est cet élément déclencheur. Alors, je guettais la date. J'avais jusqu'au 23 août pour déposer la plainte. Mais là, ce 17 août, j'ai dit, bon, ça va. Lève-toi. Sors un peu de la léthargie dans laquelle j'étais plongée, dans cette souffrance, cet épuisement. Mais tu as bien fait de Oui, bien déposer sûr. cette plainte. Oui, je ne pouvais pas laisser, sinon... Tu es une femme forte et courageuse. Merci, Emma. Vraiment, tu as bien fait. Je n'ai pas le choix. C'est une démarche. Il y aura peut-être d'autres parents qui seront confrontés à cette situation. Une plainte en entraînant une autre. Les systèmes finiront par changer. Oui, j'ai été aussi été encouragée par le pédiatre et l'association de mon quartier, parce que j'en avais parlé à la responsable qui m'avait dit, il faut déposer plainte, même si la plainte n'aboutit pas, mais comme ça, il y a des traces. Exactement. Comme ça, il y a des choses qui sont écrites, parce que c'est inouï, ce genre d'histoire. On est où? Et je suis contente d'avoir déposé plainte, même si ça n'a rien donné. Toujours est-il que, par la force de l'Éternel, cette maîtresse n'est plus là. Alors, ils l'ont malheureusement mutée dans un autre établissement. Je l'ai su par la police. C'est la police qui m'a dit, elle est dans un autre établissement de la ville où elle va tenir d'autres classes. De toute façon, c'est public parce que j'ai réussi à trouver sur Internet où elle se trouve. J'ai cherché où est-ce qu'elle enseigne. Mais Dieu a permis qu'elle parte et que de cet établissement et qu'elle ne traumatise plus ses enfants. Alors, nous avons beaucoup prié.
Amen. Et Dieu a été de notre côté. Amen. Il est toujours Il est du toujours côté de des notre siens, côté. de ceux qui le craignent. Oui. Amen. Peut-être, Laetitia, pour terminer, un conseil, je peux t'adresser aux abonnés, aux personnes qui vont regarder, aux parents d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Quel conseil est-ce que tu aimerais leur donner? Tu veux dire aux parents qui savent déjà que les enfants sont harcelés? Ouais. Alors moi, ce que je peux leur donner comme... Est-ce que je dois regarder cette caméra? Ok. Alors, ce que je peux donner comme conseil à ces parents, d'abord, c'est d'écouter leurs enfants, de noter tout ce que les enfants disent, de ne jamais lâcher jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force, parce que c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai senti les forces qui voulaient déjà défaillir complètement, que j'ai fait une petite pause. Mais j'ai quand même mené mes actions jusqu'au bout, dans les délais légaux, de savoir que la loi, elle est là pour tous, quelles que soient les origines des enfants, leur religion et leur couleur, et de ne pas rester seul, de mobiliser tout ce que le système a mis en place pour nous soutenir, nous les familles, et soutenir nos enfants. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'État, la police. Il faut signaler et il faut que ça aille dans les médias parce qu'au moment où je vivais cette histoire, eh bien, il y avait eu un acte moins fort, hein, mais de la même gravité qui s'était produit sur un enfant de 15 ans dans un établissement lausannois. C'était paru dans le 24 heures. J'ai les articles à la maison. Avant mon affaire. Et puis après mon affaire, il y a une autre histoire sur un enfant de 7 ans. Ça a paru dans la presse. Donc, si moi, mon histoire n'est pas allée dans la presse, peut-être que je n'ai pas été suffisamment soutenue, j'ai pas réussi, je n'avais plus la force d'aller plus loin. Mais je dirais à ces parents de signaler à toutes les autorités, de se faire accompagner et de se mobiliser par l'action communautaire. C'est-à-dire les personnes qui sont concernées par les mêmes intérêts doivent s'unir pour se battre pour leurs enfants, comme disait ma sœur, pour se battre pour leurs intérêts. Parce que seul dans son coin, on va avancer un petit peu, mais ça restera dans l'obscurité, comme ça a été mon cas. Ma seule lumière, c'était l'Éternel. Mais je n'ai pas été accompagnée par les parents qui vivent les mêmes choses. Je ne les connaissais pas. J'ai eu beau signaler partout, mais c'est comme quand tu es dans la mer et que tu te bats contre les flots. Donc, nous l'avons appris en cours, c'est l'action communautaire qui fait bouger les leviers de la société. Les leviers politiques, les leviers sociaux et les mentalités. Si on reste dans son coin avec son histoire, son problème, personne ne sera même au courant si on en meurt. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai signalé même aux églises dans le sens où j'ai mis au courant les pasteurs fidèles que je connais et les responsables d'autres églises que je connais. J'ai mis au courant, je me suis battue. Je ne suis pas arrivée au niveau de la presse parce que dans la débandade, je ne retrouvais plus les contacts que j'avais toujours eu depuis toutes ces années. J'avais eu un blanc, en fait. J'avais trop. J'ai eu un blanc. Et c'est juste il y a 2 mois que je me suis souvenu que, ah mince, mais le numéro du journaliste là, mais le voilà. Mais je ne le trouvais plus. Donc, il faut que ces parents signalent, qu'ils parlent à leurs enfants, qu'ils les protègent et qu'ils se mobilisent en action communautaire. Moi, j'ai voulu créer une association dans mon quartier. Ça a été mon but un peu cette année. Bon, j'ai pas encore beaucoup évolué, mais j'ai eu le projet suite à cette violence que j'ai vécue et que mon enfant a vécue, de mettre en place une association de soutien pour les enfants et les parents de cet établissement en particulier, qui est un établissement un peu souvent sujet à pas mal de souffrances. Problématique, on dirait. Voilà, oui. Nous sommes dans un quartier populaire, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous allophones. Il y a quand même des francophones, mais parmi nous, les francophones, on a parfois l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas soutenu. Et c'est mon rôle de travailleuse sociale, c'est-à-dire d'agir au pied du mur en fonction des problématiques vécues et rencontrées. Et il y a beaucoup dans ce quartier des gens qui ne parlent pas la langue ou qui disent que non, je veux pas m'en mêler. Non, je veux pas en parler. Certains ont peur pour leur statut de séjour. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse mettre en place quelque chose comme ça, peu importe le quartier, mais ça aiderait les parents dont les enfants sont victimes de ce genre d'actes, du harcèlement scolaire. Et ça va forcément aider. Ça va forcément aider. J'en avais parlé à l'enseignant de mon enfant qui m'a dit que c'est une excellente idée, que c'est une idée exceptionnelle. Simplement mener des études de front avec ce que je vivais, ce que je devais organiser, c'est juste impossible à gérer.
c'est impossible à faire, mais il était d'avis que seule la mobilisation collective dans le cadre d'une association pouvait rendre légal, pouvait faire remonter en fait la réalité du terrain et rendre légal toute demande et permettre qu'il y ait un soutien collectif. Mais sans ça, le harcèlement... Comme un caillou jeté oui, dans la mer, en fait. Malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia. Je pense qu'on a été vraiment très encouragés par cette émission. C'était une émission riche en émotions aussi. Bravo encore. Merci. Pour cette maman exceptionnelle et courageuse que tu es. Et vous avez vraiment entendu, hein, ne restez pas seul, mais soyez accompagnés. Mobilisez toutes les forces que vous pouvez mobiliser. N'oubliez jamais une chose, que même si vous êtes fatigué, la Bible nous dit une chose, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Au bout d'un moment, même quand notre fatigue, quand notre entendement, nous en tant qu'humains, nous n'arrivons plus, il y en a un qui arrive toujours à nous secourir et c'est l'Éternel des armées. Donc, mes bien-aimés, abonnez-vous à la chaîne Emma Blessing si ce n'est pas encore fait. Et puis, restez connectés. Nous nous revoyons très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, likez, commentez, partagez. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.